parler d'une maladie extrêmement rare, la dysplasie ostéoglophonique, qui a été décrite pour la première fois en 1951 sous le terme d'acrocéphalie avec anomalie des extrémités. Donc, il s'agissait des patients qui présentaient un anisme sévère, comme vous pouvez le voir ici chez ce patient adulte, avec des anomalies crânio-faciales importantes et une craniosténose. Le terme nanisme ostéoglophonique a été introduit en 1980 et vient du grec glophou, qui veut dire écrire dans des tablettes comme dans un hiéroglyphe. Et en fait, il venait du fait qu'au niveau des métaphyses, on avait un aspect creusé, comme si on avait écrit sur les métaphyses des patients. Et le terme de dysplasie ostéoglophonique a été introduit en 1989. Des cas familiaux ont été décrits dès le départ, avec ici le papa et son fils, tous les deux atteints, faisant évoquer une maladie génétique de transmission autosomique dominante. Et il y a aujourd'hui seulement 11 cas décrits dans la littérature, issus de 8 familles. Sur le plan clinique, ces patients présentent une craniosynostose avec une oxycéphalie, une dysmorphie de sévérité variable, comme vous pouvez le voir, entre ce patient qui a une forme très sévère, contrairement à cette patiente qui a une forme beaucoup plus modérée, avec une hypoplasie maxillaire, une arête nasale déprimée et un prognatisme. Ces malformations maxillofaciales peuvent être responsables de complications respiratoires sévères, pouvant entraîner un décès en période néonatale chez certains patients. Ces patients présentent également un retard de croissance sévère avec une taille finale pouvant aller entre 1 m et 1,20 m. Il s'agit d'un retard de croissance post-natale avec des tailles de naissance tout à fait normales et avec une atteinte principalement rhizomélique. Sur le plan dentaire, ces patients ont été initialement décrits avec une oligodontie ou une anodontie, avec une absence parfois totale de dents. Je vais y arriver. Dans la cavité buccale, mais en regardant les radios de ces patients, ce terme est probablement faux, puisque toutes les dents sont en réalité présentes, et il s'agit plutôt d'une absence ou d'un retard d'éruption dentaire avec une chute prématurée de la dentition primaire, des dents qui sont impactées et un prognatisme. De manière plus inconstante, ces patients présentent un palais creux, une macroglossie et une hypertrophie gingivale. Un papier récent a repris l'imagerie d'un patient avec une dysplasie ostéoglophonique à différents âges de la vie. Vous pouvez voir que toutes les dents sont bien présentes, avec une absence d'éruption dentaire, des dents qui sont impactées, avec un retard de développement. Et ils ont également réalisé des imageries complètes de chaque dent de ce patient. Sur le plan radiologique, les patients présentent des lésions non ossifiantes, bilatérales, métaphysaires principalement au niveau des os longs et notamment des genoux. Ces lésions augmentent en taille et en nombre au cours de la croissance et se comblent après la croissance, donnant un aspect élargi des métaphyses à l'âge adulte. Et il n'y a donc plus, on ne voit plus les lésions non ossifiantes si on réalise les radios chez les adultes. Et sur le plan histologique, ces lésions ont un aspect fibreux. Au niveau des mains, on a des os tubulaires larges et courts, et parfois des épiphyses en cône, ici. Un carpe et un tarse qui peuvent être dysplasiques. Et ces patients peuvent également présenter une platysme spondylier avec une encoche antérieure, ici, et un canal vertébral étroit. Sur le plan génétique, la dysplasie ostéoglophonique est liée à des mutations du gène FGFR1 qui code pour un récepteur transmembranaire impliqué dans plusieurs pathologies dominantes. Il s'agit de mutations hétérozygotes qui est compatible avec l'hypothèse d'une pathologie autosomique dominante initialement évoquée devant les formes familiales. Il y a plusieurs phénotypes selon le type de mutation. Les variants perte de fonction sont responsables de syndromes à expression principalement endocrinologique, comme le syndrome de Hirschfeld, qui a un syndrome polymalformatif, ou le tableau d'hypogonadisme hypogonadotrophique avec ou sans anosmie. Les variants gain de fonction, comme c'est le cas dans la dysplasie ostéoglophonique, sont responsables de syndromes crâniofaciaux,
comme le syndrome de Jackson-Weiss, le syndrome de Pfeiffer, la trigonocéphalie ou la dysplasie ostéoglophonique. Pour la dysplasie ostéoglophonique, les variants sont dans le domaine transmembranaire ou dans le domaine immunoglobulin-like 3, que vous voyez ici. Nous avons décrit il y a quelques années une famille avec une forme très modérée de dysplasie ostéoglophonique. La première patiente qu'on a vue présente à 3 ans des lésions osseuses qui ont été découvertes fortuitement sur des épisodes douloureux et des difficultés à la marche. Donc au radio, nous avons découvert ces lésions non ossifiantes bilatérales au niveau des métaphyses des os longs. Elle n'avait pas de craniosténose et pas d'atteinte vertébrale. À 8 ans, à l'examen clinique, elle a quelques particularités morphologiques avec un léger prognatisme, des oreilles basses et un hypertellurisme que vous ne pouvez pas voir ici, mais qui était présent. La croissance était parfaitement normale pour les 3 paramètres et elle avait une hypertrophie gingivale. Elle a présenté sur le plan dentaire un retard de développement et d'éruption dentaire des premières molaires, un retard de formation de la racine dentaire des incisives permanentes, 2 dents surnuméraires en région prémolaire, une absence de seconde molaire mandibulaire et une résorption pathologique des racines des molaires. En reprenant l'interrogatoire sur l'histoire familiale, nous avons appris que sa sœur, qui n'avait pas de douleur osseuse, avait présenté également une absence d'éruption des premières molaires mandibulaires permanentes et un retard de développement des secondes molaires et prémolaires permanentes, et avait bénéficié de 2 chirurgies dentaires. Devant ce tableau dentaire, nous lui avons réalisé des radiographies osseuses, qui sont là, et qui ont révélé des lésions non ossifiantes des os longs, bilatérales, symétriques, complètement asymptomatiques, et elle n'avait ni atteinte du crâne, ni d'atteinte vertébrale. Et à l'examen clinique, nous avions seulement une légère protrusion maxillaire, une hypertrophie gingivale et une croissance normale sur les 3 paramètres. À l'interrogatoire, nous avons également appris que la maman avait bénéficié d'une chirurgie dentaire à 12 et 15 ans pour des rétentions dentaires. Et à l'examen clinique, elle avait une taille normale à 154 cm à l'âge adulte. Dans le bilan complémentaire, nous lui avons réalisé des radiographies de genoux qui ont révélé un élargissement diaphyso-métaphysaire à l'extrémité distale des fémurs, qui était en fait révélateur de probables lésions non ossifiantes présentes au cours de la croissance, mais qui se sont comblées à l'âge adulte. Par exome, nous avons identifié une variation pathogène dans le gène FGFR1 chez les 3 individus atteints de la famille, ce qui était compatible avec le diagnostic de dysplasie ostéoglophonique dans une forme très modérée, avec une expression dentaire et osseuse. Cette histoire illustre parfaitement la nécessité de rechercher des antécédents familiaux devant un phénotype dentaire chez les patients et devant des retards d'éruption dentaire, de réaliser des radiographies afin de rechercher d'éventuelles atteintes osseuses chez vos patients. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je remercie le professeur Cormier-Der et de la Durmola pour leur aide pour ce travail. Merci beaucoup, Pauline, pour ce très bel exemple, effectivement. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, une petite question juste pour conclure, et je ne sais pas s'il y a eu des études fonctionnelles qui ont été faites sur ce variant pour expliquer la différence de phénotype entre les... Parce qu'on est à peu près dans la même région, si j'ai vu rapidement le schéma. Alors non, nous n'avons pas fait d'études fonctionnelles. L'une des hypothèses, c'est... je ne sais pas si on peut remettre la diapo. Non. C'est que les mutations... en fait, le gène FGFR1, il y a un épissage alternatif avec un exon 8 qui n'est pas le même selon les différentes expressions, enfin, selon 2 isoformes, uniformes qui ne sont pas exprimées au même endroit. Les mutations initialement décrites donc dans la forme sévère sont toutes localisées dans l'exon 8. Donc l'épissage alternatif, il est là. Et nous, notre mutation, elle est dans l'exon 7. Donc peut-être que l'exon 8 a une importance particulièrement forte dans l'expression du gène FGFR1, mais on n'a rien qui permet de le confirmer. Et puis il faudrait plus de familles. Merci beaucoup.